Évaluer le prix d'une startup, franchement, c'est pas facile. Surtout quand on le fait pour la première fois. En fait, on sait même pas par où commencer. Pourtant, c'est plutôt nécessaire si on veut négocier sa startup avec des investisseurs. Ou tout simplement si on veut savoir où on en est et on veut avoir une idée de combien vaut son entreprise. Même si, entre nous, ça revient au final à une négociation de marchand de tapis, c'est quand même pas mal d'étayer le prix que vous allez donner. Donc, pour ça, il existe une dizaine de méthodes. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter une qui est une des plus utilisées par les VC, les venture capitalistes, les investisseurs donc, et elle s'appelle d'ailleurs la Venture Capitalist Method. Allez savoir pourquoi. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que c'est, comment elle fonctionne, comment l'optimiser, et puis je vais vous donner des trucs pour l'automatiser. On voit ça tout de suite après le jingle. Jingle! Bon alors, quelqu'un peut évaluer mon jingle? Je suis Serge Quincagnoun, serial entrepreneur spécialisé dans les startups rentables. On appelle ça des startups cafards. Je suis aussi expert pour les financeurs et mentor. Ça veut dire que j'accompagne des entreprises pour les aider à créer des startups rentables. Donc si vous voulez voir mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Comme ça, vous êtes sûr de n'en louper aucune. Et entre nous, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai un bonus qui vous permettra d'évaluer votre startup sans vous faire cheveux blancs. Et c'est pas en se rasant les cheveux, vous verrez. Alors, on va pas se mentir. Fixer le prix d'une startup, ça relève plus de la négociation avec un marchand de tapis aux soupes de Marrakech ou de la consultation de l'oracle de Delphes que d'une chose raisonnée. Mais il existe quand même plus d'une dizaine de méthodes pour évaluer le prix d'une startup, ou plutôt pour étayer les négociations du souk. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les méthodes les plus utilisées, qui fonctionnent à la fois pour les startups qui ne font pas encore de chiffre d'affaires, mais aussi pour celles qui en font déjà. Et c'est donc la fameuse Venture Capitalist Method. Comme son nom l'indique, cette méthode se place du point de vue de l'investisseur. Elle a été décrite pour la première fois à Harvard par Bill Shalman en 1987 dans une étude de cas. Et elle a été retouchée un petit peu depuis. Voilà un cas par exemple. Un investisseur cherche à faire un retour sur investissement spécifique, par exemple x20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il met 100 € dans votre entreprise, il espère en récupérer 20 000 quand il récupérera ses billes. Ça veut dire que quand il revendra ses parts. Encore une fois, j'ai donné ce multiple au hasard. Ensuite, selon les standards de votre entreprise, cet investisseur estime que l'on pourra revendre votre société dans 8 ans pour 100 millions d'euros. Et grâce à ces deux éléments, il va pouvoir calculer le montant maximum qu'il sera prêt à investir dans votre entreprise, et cela en tenant compte des dilutions futures, c'est-à-dire des autres investisseurs qui pourraient rentrer après son investissement. On va regarder plus précisément comment mettre cette information en équation. On passe en mode tuto. Alors, je vous fais une première présentation rapide avec notre magnifique équation. Donc, l'évaluation de la startup est égale au résultat de l'exercice l'année de la sortie de l'investisseur, multiplié par un price earning ratio, le tout divisé par 1 moins le taux de remise annuel, le tout à la puissance du nombre d'années de présence de l'investisseur, moins le montant de la levée désirée, et tout ça multiplié par 1 moins le pourcentage des dilutions futures. Et là, je vous vois réagir, mes petits amis, en vous disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette équation? Mais comment est-ce que je vais résoudre un truc pareil? Mais c'est pas possible, mais j'aurais dû prendre option maths, mais même en prenant option maths, j'aurais jamais été capable de faire ça, mais comment est-ce que je vais faire quoi? Bon sang, bonsoir !» Non mais franchement, vous pensiez vraiment que j'allais vous abandonner dans un moulis comme ça? Non mais c'est mal me connaître. Enfin, Startup Sergio quoi. J'ai évidemment préparé un fichier Excel dans lequel il n'y a plus qu'à rentrer tous les éléments de l'équation, et puis hop, pouf, comme par magie, vous aurez votre résultat. Et là, vous avez deux options. Option 1, vous voulez vraiment savoir comment fonctionne cette équation? Eh bien, je vais vous le montrer, et je vais le détailler maintenant. Option 2, vous n'avez pas vraiment envie de savoir comment fonctionne cette équation, par contre, vous avez vraiment envie d'utiliser. Dans ce cas-là, je vous suggère de passer votre souris sur le bas de la vidéo, vous verrez une sorte de barre avec un sommaire, et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur description du fichier Excel. Comme ça, on saute toute la description du fonctionnement de cette équation. Alors, revenons à notre équation, et si vous voulez bien, on va passer à une version macro. De toute façon, c'est moi qui décide, donc même si vous voulez pas, j'y vais. Alors, l'évaluation de la startup est égale à l'évaluation post-monnaie, c'est-à-dire après l'entrée des investisseurs, moins évidemment le montant de la levée désirée, c'est-à-dire le montant que l'investisseur va investir dans votre société, multiplié par, grosso modo, le pourcentage des dilutions futures. Alors, si on garde uniquement la première partie, c'est-à-dire l'évaluation post-monnaie, donc l'évaluation post-monnaie est égale à l'évaluation terminale divisé par le retour sur investissement anticipé. L'évaluation terminale, c'est l'évaluation du prix de la société l'année de la sortie de l'investisseur.
C'est-à-dire qu'on est on est à l'année T0. Si l'investisseur sort dans 8 ans, comme on disait tout à l'heure, alors on va prendre l'évaluation terminale de la société dans 8 ans. On va arriver à l'évaluer tout à l'heure. Divisé par le retour sur investissement anticipé. En l'occurrence, si il est de 20, c'est-à-dire que l'investisseur espère faire x20 sur ses 8 ans, c'est-à-dire qu'il met 100 euros, il en récupère 20 000. Voilà ce que ça donne. Donc, évaluation post-money, admettons qu'on fixe le prix terminal de la société à 42,5 millions, divisé par le multiple de 20, on a une évaluation post-money de 2 125 000. Bon, jusqu'ici, rien de très compliqué finalement. Maintenant, si on regarde l'évaluation pré-monnaie, donc l'évaluation pré-monnaie, c'est l'évaluation post-monnaie, donc c'est-à-dire c'est l'évaluation après l'entrée des investisseurs. L'évaluation pré-monnaie, c'est l'évaluation de la société avant l'entrée des investisseurs. Donc bah voilà, ça s'explique comme ça. L'évaluation pré-monnaie est égale à l'évaluation post-monnaie, donc après l'entrée des investisseurs, moins l'investissement que fait les investisseurs. Voilà, ça va, pas trop compliqué. Hein. Donc si l'évaluation, comme on l'a dit tout à l'heure, était à 2 125 000 et que vous cherchez une levée de 500 000 euros, eh ben 2 125 000 moins 0,5, ça fait 1 625 000 euros. Donc d'évaluation pré-monnaie pour votre société, avant l'entrée des investisseurs. Et donc ça, c'est la valeur de votre société. Mais qu'est-ce qui se passe si vous devez faire une autre levée de fonds avant que l'investisseur ne sorte? C'est-à-dire que votre investisseur met de l'argent aujourd'hui, il va le récupérer ses parts, il va revendre ses parts dans 8 ans, mais entre-temps, vous avez besoin de faire d'autres levées, peut-être une levée, peut-être plusieurs. Qu'est-ce qui se passe? Ben, vous allez vous faire rediluer. Et du coup, ça va impacter le prix de l'entreprise aujourd'hui du point de vue de l'investisseur. Par exemple, voici l'ensemble des parts de la société. Donc, vous avez 70% des parts de la société et que l'investisseur est rentré, donc aujourd'hui, avec 30% des parts de la société. Si un nouvel investisseur entre, émet et récupère 30% des parts, vous allez vous trouver tous les deux dilués de 30% chacun. Donc, le nouvel investisseur aura 30% des parts, l'investisseur qui rentre aujourd'hui, celui avec lequel vous êtes en train de négocier, lui, va voir ses parts diminuer de 30 à 21%, et vous, évidemment, les fondateurs, vous allez vous trouver diminuer de 70 à 49%. Oui, je sais, ça fait bizarre. On perd la majorité, là. Deux investissements de 30% et au revoir. Du coup, si l'investisseur veut récupérer son x20 par rapport au 100 qu'il investit, bah là, ça va plus marcher. Donc, il va falloir en tenir compte. Je vous explique pourquoi. Si, par exemple, l'investisseur qui a 30% des parts, au moment de la revente de la société, au moment de la revente, cette société vaut 42,5 millions d'euros, lui, il aura ses 12,75 millions d'euros. Mais, s'il n'a plus que 21% des parts, bah, du coup, il récupère moins au moment de la revente de ses parts à la fin, puisque pour la même valeur de 42,5 millions d'euros, il n'a plus que 21% des parts, donc il récupère 9 millions d'euros. Donc il va vouloir le répercuter sur le prix de la valeur de la société aujourd'hui. Et ça se traduit de la manière suivante, donc évaluation pré-monnaie fois 1 moins le pourcentage des dilutions futures. Donc en gros, si quelqu'un prend 30% des parts, vous êtes obligé de multiplier par 70%. Donc l'évaluation pré-monnaie ajustée, donc c'est la valeur pré-monnaie qu'on a trouvée tout à l'heure, fois les 70%, donc il reste une évaluation de 1 137 000 euros pour votre société. Alors on a un peu rapidement mis sous le tapis les deux premiers éléments de la première équation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on y revient. L'évaluation post-monnaie est égale à l'évaluation terminale divisée par le retour sur investissement anticipé. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour rappel, hein, l'évaluation terminale, c'est l'évaluation l'année de la sortie de l'investisseur. Donc l'évaluation de l'entreprise l'année de la sortie de l'investisseur. Le retour sur investissement anticipé, c'est les fameux x 20%. Donc l'évaluation terminale, il va falloir la calculer. Donc l'évaluation terminale est égale au résultat de l'exercice l'année de la revente de la société, fois un rapport qu'on appelle le Price Earning Ratio, qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc l'évaluation terminale de la société est égale au résultat de l'exercice de l'année de la vente de la société, fois un ratio, qu'on appelle le Price Earning Ratio. Donc le Price Earning Ratio, je le francise un tout petit peu, au moins au niveau de l'accent, est égal à la valeur d'une société, qui n'est pas forcément la vôtre, mais qui est dans le même domaine, divisé par le résultat de l'exercice de la société. En fait, on fait un rapport entre sa valeur divisé par son résultat net. Ok? Donc le résultat net, lui, vous le récupérez évidemment dans les comptes de résultats des sociétés.
le ROI anticipé, donc le retour sur investissement de l'investisseur. Donc, c'est pas forcément un multiple x 20 systématique. C'est pas ça le truc. Le truc, c'est que, en fait, on est comme si on avait un livret A, on va voir ça tout à l'heure, avec un pourcentage sur le livret A. Et donc, ce pourcentage va évoluer dans le temps avec le nombre d'années. Évidemment, chaque année, vous gagnez un petit peu plus d'argent. Donc ça se traduit comme ça. C'est 1 moins le taux de remise annuelle, donc le taux de votre livret A, en l'occurrence, à la puissance le nombre d'années de présence de l'investisseur. Donc, si le taux de remise annuelle attendu par l'investisseur est de 45%, et qui reste pendant 5 ans, on va faire l'équation comme ça. Donc, leur ROI anticipé, le retour sur investissement anticipé, est égal à 1 moins 45% puissance 5. Ok? Et attention, ça a une importance extrême, le nombre d'années que reste l'investisseur. Parce que si on prend un livret A qui est autour de 1%, et que vous avez 100 euros sur votre compte en banque, bon, à la fin de l'année, en fait, vous multipliez 100 fois 1%, vous gagnez 1 euro. Donc sur votre compte, vous aurez 1 euro. Pareil, l'année 2, si vous avez donc 101 euros sur votre compte que vous multipliez par 1%, vous gagnez 1,01 €, et donc sur votre compte, vous additionnez ce 1,01 à 101, vous donnez 102,01 €. D'accord? Année 3, de la même manière, on va obtenir un peu plus d'argent, et année 4, et ainsi de suite. Ok? Bon, comme ça n'a pas l'air hyper violent. Mais si on prend un taux de 45%, sachant que les investisseurs atteignent en général des montants entre 30 et 60% sur le taux de remise annuel, s'ils mettent 100 euros, qu'ils attendent 45%, donc ils mettent 100 euros sur votre société comme si c'était un compte en banque. Ils attendent 45%, donc dès la première année, ils vont se faire 45 euros. Donc ils auront théoriquement 145 euros sur leur compte. Deuxième année, on reprend ces 145 fois 45%, et donc ils auront 62,25 € en plus, qui s'additionnent à ces 145 euros, donc ils auront 210. Et ainsi de suite, au bout de la quatrième année, en fait, ils seront passés de 100 euros à 442 euros. Hein, et ça croît de plus en plus vite. C'est exponentiel, en fait, tout simplement. Donc c'est très important le nombre d'années qui reste par rapport au taux de remise annuelle. Vous avez compris? Donc on voit que miser sur une startup, ça rapporte quand même vachement plus qu'un simple livret A. Hein. Donc là, on revient à notre équation globale. Maintenant, on a tous les éléments. Donc l'évaluation de la startup, le prix de la startup aujourd'hui, pré-monnaie, est égal au résultat de l'exercice de l'année de la sortie de votre investisseur. Donc les résultats de l'exercice de votre société dans 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, quand votre investisseur sortira, fois le price earning ratio qu'on va voir un peu plus tard quand on va voir l'Excel. Tout ça divisé par le taux de remise annuel qu'on vient de voir, le livret A, puissance le nombre d'années de présence de l'investisseur, moins le montant de la levée désirée. Hein, je vous rappelle que c'est évaluation post-money moins le montant de la levée désirée, fois la dilution lors d'entrée de nouveaux investisseurs. Et c'est comme ça qu'on a l'évaluation de la startup ou l'évaluation pré-monnaie ajustée, qu'on va voir tout de suite dans Excel. Maintenant que le moment de panique pour certains est passé et que pour les autres, on a vu comment fonctionnait l'équation, maintenant on va regarder l'Excel, parce que ça va quand même vachement nous simplifier la vie. Allons-y. Donc voici l'Excel sur la Venture Capital Method, qui vous permettra de calculer automatiquement avec les paramètres que vous allez intégrer dans cette équation. Donc le premier paramètre, c'est le montant de la levée que vous cherchez. Donc là, on va supposer qu'on cherche 1,5 million d'euros, que l'investisseur va sortir dans 5 ans. L'évaluation du résultat d'exercice de la revente, ça, c'est vous qui le fournissez, c'est dans vos projections financières. Dans votre compte de résultat, vous regardez votre résultat net, l'année de la sortie de l'investisseur. Donc si l'investisseur sort dans 5 ans, vous regardez dans votre compte de résultat le résultat de l'exercice cette année-là, donc dans 5 ans. Vous dites que par exemple vous faites 2,5 millions, et vous gardez ce chiffre-là. Ensuite, le price earning ratio. Le price earning ratio, on en parle à la fin, parce que il va falloir que vous alliez chercher des informations supplémentaires. Le taux de remise annuelle, c'est le taux que les investisseurs attendent, c'est un peu comme le taux de votre livret A. Par exemple, votre livret A, vous avez 1%, lui, il attend 45%. Donc il attend quelque chose d'un peu plus, on va dire, généreux et charnu. Et c'est un taux qui est situé en général entre 30 et 60%. C'est-à-dire que chaque année qui passe, il va attendre un retour de 45% dans ce cas-là, sur la mise qu'il aura faite. Ensuite, on a le taux des dilutions futures, qu'on verra plus tard, et puis les actions que vous avez dans la société. Donc, je reviens sur le price earning ratio. Donc, c'est un ratio qui est applicable uniquement dans le domaine de votre société. Si votre société est une fintech, vous aurez un PER, un price earning ratio, dans la fintech. Si c'est de la foodtech, ce sera dans la foodtech. Si c'est de la medtech, ce sera dans la medtech, etc., etc. Donc, vous avez compris le principe. Alors, non seulement ce ratio est dépendant, évidemment, de votre domaine, il varie aussi dans le temps. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, ce ratio va évoluer.
Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ce paramètre est celui qui vous demandera certainement le plus d'efforts. Alors, il y a une possibilité que je vous ai mise ici. Vous pouvez aller chercher des informations sur ces sites-là pour le PER, puisqu'il est calculé notamment sur les sites de la bourse. Donc, par exemple, sur ce site-là, on va avoir des PER par domaine d'activité. Donc, on voit énergie, matériaux, finance, healthcare, etc., etc. Avec du price earning ratio qui se trouve ici, qui en général, comme je vous le disais, entre 17 et 25%, ou peut-être que je ne l'ai pas dit, mais maintenant je vous l'ai dit. Et c'est ce qu'on a ici, avec peut-être une pointe ici à 32% pour les entreprises de technologie. Mais attention, on peut aller un peu plus fin dans le domaine d'activité. Par exemple, si je prends le secteur de la santé, on va voir des sous-secteurs, ok, biotechnologie, dispositifs médicaux, etc. Et si on prend donc sur la ligne biotechnologie, on voit que le PER, le Price Earning Ratio, est différent de ce qu'on avait pour les sociétés globales en santé. D'accord? Donc il faut aller un peu plus fin. Et si on clique sur biotechnologie, on va voir les sociétés qui ont été utilisées pour calculer ce Price Earning Ratio. Alors là, il faut faire attention parce que finalement, il a été calculé que pour 2 sociétés. Donc c'est pas forcément hyper pertinent pour vous, surtout qu'il y en a une qui est vraiment extrême par rapport aux autres. Donc ça c'est pour les sociétés américaines. Je vous ai mis un autre lien pour les sociétés européennes. Donc dans l'Excel, j'ai mis 2 liens pour aller trouver des price earning ratio qui viennent de la bourse, mais il pourrait vous être reproché que ce sont des PER de sociétés par exemple aux États-Unis ou en Europe, c'est trop global, et parfois il faut regarder les PER de sociétés de son pays. Et deuxième point, on a vu qu'en plus, parfois, si on regarde en détail, le PER est calculé que sur une ou deux sociétés, dont une qui est, voilà, avec des chiffres qui sont pas aberrants, mais en tout cas qui sont complètement hors normes, et donc il faut s'en méfier un petit peu. Et la dernière difficulté, c'est que parfois, on a affaire vraiment à des grands groupes, et vous êtes une société qui sera intermédiaire au moment de la revente, et donc, c'est pas forcément facilement comparable. Donc, vous pouvez vous-même aller trouver vos propres price earning ratio en les calculant. Donc c'est assez simple, hein, si ce sont des sociétés boursières que vous allez chercher, par exemple dans le CAC 40 ou dans d'autres bourses françaises, parce que les sociétés qui sont à la bourse sont obligées de publier leurs comptes. Donc vous pourrez regarder leurs comptes et donc leur compte de résultats et comparer à la valeur de l'entreprise qui va vous être donnée par n'importe quel site boursier. Et maintenant, vous pouvez aussi le faire soit avec des sociétés boursières, soit avec des sociétés que vous désirez. Par exemple, ce sont des sociétés qui ont eu un investissement, qui sont pas cotées à la bourse. Donc, pour pouvoir calculer le price earning ratio d'une société qui n'est pas cotée en bourse, mais qui est une start-up par exemple et qui vient de lever des fonds, vous avez besoin de trois choses. Un, le montant levé. Deux, le nombre de parts qu'elle a levé pour ce montant. Et trois, son compte de résultat pour pouvoir trouver son résultat net. Alors, ça paraît pas simple, mais je vais vous montrer deux trucs. Je vais faire une petite pause pour vous dire que si vous aimez cette vidéo, vous pouvez la liker. Non seulement ça me fait plaisir, mais en plus ça me motive à en faire d'autres. Allez, on reprend tout de suite. Alors, pour connaître les comptes de résultats d'une société, vous pouvez passer par société.com, mais ça va vous coûter de l'argent. Et il y a certains sites qui le font gratuitement. Donc, on peut les voir ici, par exemple. Donc ça, c'est mon espace Notion pour aider à développer sa startup. Dans l'espace administration, si vous allez sur documents officiels, il y a ces sociétés-là qui permettent de récupérer des informations sur les comptes d'une société et d'autres documents d'ailleurs. Donc maintenant, si on veut avoir la valeur de la société au moment de la levée, c'est un peu plus sioux. Donc on va aller sur RubyPayer, par exemple, et on va chercher la société Lydia. Alors Lydia, vous savez, c'est une licorne là, qui vient de faire une levée il y a quelques temps, qui est maintenant une licorne. Donc, pour être sûr d'avoir le bon nom de la société, je vous conseille d'aller sur le site de la société que vous voulez examiner, et puis vous allez regarder dans les mentions légales, parce que souvent le nom que l'on connaît n'est pas forcément le nom réel de la société, c'est souvent un nom commercial. Donc vous allez sur le site de la société en question, et vous allez regarder les mentions légales qui ne sont pas ici, mais qui sont présentes ici, voilà. Donc on a Lydia Solutions, donc on va taper ici sur RubyPayer Lydia Solutions, programmation informatique, voilà. Donc on a capital, etc., les dirigeants, et nous, on va regarder les actes. Donc si on regarde les actes, comme ici, extrait du procès verbal, décision d'augmentation, c'est l'augmentation du capital, donc on va pouvoir regarder l'information, on va télécharger ce document, je vais le mettre dans
Je vais le mettre dans téléchargement, j'enregistre, ouais. Je l'ouvre. Là, on a l'extrait du procès-verbal du moment de l'augmentation de capital. Et là, on va avoir toutes les informations qu'on veut. Par exemple, ici, on voit qu'elle a fait une levée de 89 millions d'euros. 89 millions d'euros, pas mal, hein. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, elle a fait 89 millions d'euros pour 196 000 actions. Donc là, ce sont deux informations qu'on va garder. Et puis maintenant, on va regarder le nombre d'actions totales de la société. Alors, on va voir ça, c'est pas ici. Ça va pas être ici. Voilà, c'est ici. Donc le capital social est fixé à la somme de 1 784 000 euros pour un total de 1 784 366 actions. Donc là, du coup, j'ai fait un petit Excel où j'ai reporté les informations qu'on a récupérées. Donc 193 000 actions pour un montant de 89 millions. Le nombre d'actions totales est de 1 784 366. Et la valeur de la société est de 822 millions d'euros. Et là, ce qui est amusant, c'est que Lydia vient d'annoncer que c'était une licorne, et qu'en fait, pour être une licorne, il faudrait qu'elle vaille 1 milliard d'euros. Et en fait, elle est pas loin, mais elle les fait pas. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est peut-être qu'elle a calculé en dollars. Donc j'ai regardé combien ça valait en dollars. 1,1 dollar égale 1 euro. Donc elle vaut plus cher en dollars, mais elle vaut pas 1 milliard d'euros. Donc on nous a un petit peu raconté des tarabiscouilles sur les communiqués de presse. Mais c'est pas grave. Donc là, ce que j'ai montré, c'est qu'avec une règle de 3, il y a que des informations qu'on a récupérées, on peut avoir la valeur de la société au moment de la levée de fonds. Donc une fois que vous avez la valeur de la société, vous divisez ça par le résultat net obtenu par la société, donc vous trouvez dans ces comptes de résultats, et vous avez votre PER, que vous pouvez rajouter ici. En général, il est entre 17 et 25. Une fois que vous avez obtenu toutes ces informations, vous allez pouvoir calculer vos résultats. Donc, pour une société pour laquelle vous voulez lever 1,5 million, vous voulez garder vos investisseurs pendant 5 ans, vous estimez que vous aurez des résultats de votre exercice l'année de la sortie de vos investisseurs de 2,5 millions, votre PER est de 25, le taux de remise annuel d'un investisseur de 45%, qu'il n'y a pas de dilution future, et que les pourcentages de vos parts est de 100%, alors la valeur de la société, l'année de la sortie de vos investisseurs, donc dans 5 ans, il est de 62 500 000 euros. Et votre valeur post-monnaie est 9 millions d'euros, un peu presque 10, que la valeur pré-monnaie est de 8 250 000, et donc ça, c'est la valeur que vous allez pouvoir présenter à vos investisseurs. Ok, c'est la valeur finale. Et vous allez être dilué à 84,62%. Maintenant, si vous incluez une dilution, c'est-à-dire que vous faites un autre tour de table, qu'il y a un autre investisseur qui rentre entre le moment où l'investisseur actuel met de l'argent à T0 et dans 5 ans quand il va sortir, si par exemple à 3 ans vous avez une autre levée de fonds et que le nouvel investisseur récupère 30%, ça va enlever des petites cases noires et on va avoir d'autres informations. Déjà, pour commencer, la valeur de votre société pré-monnaie ajustée, qui est la valeur finale que vous allez négocier, il serait plutôt autour de 6 millions, plutôt que de 8 millions. Vous voyez, donc la dilution des 30% a fait diminuer la valeur pré-monnaie de votre société, donc la valeur à négocier avec votre investisseur. Et là, je vous ai donné d'autres informations qui sont que vous serez un peu plus dilué, que vos parts seront diminuées. Cette fois-ci, on sera à 55,7% après la deuxième levée de fonds. Et voilà, donc ça, ce sont les deux informations principales qui vous intéressent. Alors maintenant, il y a plusieurs possibilités pour optimiser la valeur de votre société. Donc, la première chose, c'est le Price Earning Ratio. Ce Price Earning Ratio, on a pris le compte de résultat, d'accord? On a pris le résultat net dans le compte de résultat, même pour être exact. Mais si, par exemple, vous avez une deep tech, et que vous faites beaucoup d'investissements, et que dans 5 ans, vous continuerez à faire beaucoup d'investissements, ça va impacter votre résultat net. Il y a une solution pour éviter ça, c'est de prendre autre chose que le résultat net. Vous pouvez prendre par exemple l'excédent brut d'exploitation parce qu'il ne prend pas en compte les investissements. Il regarde juste combien crache votre société si elle n'avait pas à faire d'investissement. Donc vous pouvez remplacer le résultat net par l'excédent brut d'exploitation, mais il faudra aussi le faire dans le price earning ratio. Donc vous prenez pas le résultat net dans le price earning ratio, mais vous prenez l'excédent brut d'exploitation. De la même manière, si vous avez un site internet avec une communauté,
Dans ce cas-là, vous pouvez prendre le nombre de personnes qui sont actives de manière mensuelle, on va dire, par exemple, sur votre site. Vous pouvez prendre cette valeur-là pour remplacer le résultat net, à la fois dans le PER et dans le résultat net qui est présenté ici. Dans certaines sociétés, vous pouvez le remplacer par le nombre de brevets. Si vous avez encore une fois une société de deep tech et que vous avez beaucoup de brevets, que ces brevets sont importants, vous pouvez le remplacer par le nombre de brevets. Ou si vous avez une biotech, par le nombre d'étapes que vous avez passées, par exemple en études cliniques, par rapport à votre molécule. Gardez bien en tête que, au niveau de ce paramètre-là, vous pouvez le remplacer par quelque chose qui n'a rien à voir, comme l'excédent brut d'exploitation, le nombre de personnes actives si vous avez un réseau social, le nombre de brevets, ou encore, par exemple, l'avancée que vous avez avec votre biotech. Mais dans ce cas-là, il faudra aussi le remplacer dans le price earning ratio. Donc, vous remplacerez le résultat net par cette valeur au moment où vous diviserez la valeur de la société comparative. Donc ça, c'est une première manière d'optimiser votre PER, de bien choisir ces deux paramètres. Une autre manière de faire, de regarder le nombre d'années que va rester votre investisseur dans votre société. Donc, par exemple, je remets le taux de dilution futur à 0%. La valeur de votre société est de 8 250 000 euros. Si je mets que sur 4 ans, la valeur de votre société augmente. Pourquoi? Parce que votre investisseur demandera un retour sur investissement moins élevé. C'est comme le livret A de tout à l'heure. Plus vous récupérez votre argent tôt, moins vous aurez d'argent dessus. Bah, c'est pareil pour l'investisseur. Si il reste 6 ans, on voit tout de suite que le prix de votre société baisse. L'autre chose qu'on a vu également, c'est que si vous avez d'autres levées entre le moment où vous levez avec votre investisseur actuel et le moment de sa sortie, vous allez vous diluer, et donc vous allez faire baisser le taux de votre société actuelle. Donc moins vous vous diluez de manière intermédiaire, et plus le prix de la société augmentera. Par exemple, si effectivement j'ai une deuxième levée qui dilue tout le monde de 30%, le prix de ma société va encore baisser à 3,6 millions. Si je n'ai pas d'autres levées, le prix de la société reste à 5 millions. Donc, deuxième chose à voir, c'est que plus vous diluez en intermédiaire, et plus le prix de votre société va baisser avec cette méthode. Le dernier point sur lequel vous pouvez travailler, c'est le taux de remise annuel, ok, qui est situé entre 30 et 60%, je vous rappelle. Plus la société est avancée, plus elle est dérisquée, c'est-à-dire plus vous avez avancé sur le produit, votre solution, plus vous avez commencé à vendre, et plus ce taux de remise annuelle va baisser. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce taux de remise annuelle prend en compte le risque que prend l'investisseur quand il met de l'argent chez vous. Plus il met de l'argent tôt dans la vie de la société, plus il prend de risques. Plus il prend de risques, plus il mettra un pourcentage élevé. Plus c'est tard, moins il prend de risques, et donc moins il a à justifier d'utiliser un gros retour sur investissement. Donc si on est à 30%, on voit que tout de suite, le prix de la société augmente. On est à 11 millions. Et si je mets un risque maximum, on va dire 60%, vous voyez que le prix de votre société est complètement éclaté, en fait, à 2 millions et quelques. Donc, ce taux de remise est à négocier. C'est-à-dire que vous devez démontrer que les personnes qui mettent de l'argent chez vous ne prennent pas de risque. Ok? Moins c'est risqué, moins ils peuvent justifier d'un taux de remise annuel élevé. Alors évidemment, on va tous penser à optimiser nos paramètres, mais il faut faire très attention. Parce que si vous optimisez trop, donc si la valeur de vos sociétés augmente trop, au prochain tour de table, si vous devez en faire un autre, parce que vous n'avez pas assez de cash par exemple, le prix de la société peut diminuer. Et là, votre investisseur actuel sera pas content du tout. Donc si il investit à un montant qui est inférieur au montant suivant, il va pas être content du tout. Donc, il faut essayer de moduler et faire en sorte qu'il soit, voilà, que vous soyez content, que lui aussi soit content. Par ailleurs, comme je vous disais, ça reste une négociation de souk, hein. Donc vous pouvez étayer votre prix avec cette méthode, mais rappelez-vous que ce n'est pas forcément la valeur définitive. Je veux dire, c'est que pour étayer. On est quand même sur tout un tas de paramètres qui sortent de fichiers Excel qu'on a écrit un peu comme ça, quoi. Deuxièmement, il existe d'autres méthodes. Hein, je vous ai dit qu'il y en avait 10. Et troisièmement, en général, ce que font les investisseurs, c'est qu'ils prennent plusieurs de ces méthodes et les prennent ensemble, ils font une sorte de moyenne qui leur permet d'évaluer votre entreprise. Le plus simple, c'est qu'au final, vous soyez à l'aise avec le montant que vous proposez et que l'investisseur aussi. Voilà, c'est le seul moyen que tout le monde s'entende. Négociation, on rapproche les points de vue. Donc, en bonus, je vous mets dans les descriptifs de la vidéo le lien vers la Venture Capitalist méthode.
donc le fichier Excel qu'on vient d'explorer ensemble. 2, je vous mets aussi, si vous voulez, la règle 2-3 qui vous permet de calculer le PER, le petit fichier Excel à côté. Et 3, je vous mets un lien aussi vers mes ressources Notion, ok? Donc vous avez 3 bonus en fait. C'est top, non? Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker et commenter, on pourra échanger dessus si vous voulez. Et vous pouvez évidemment vous abonner et cliquer sur la cloche, comme ça vous ne louperez aucune de mes prochaines vidéos. À suivre, ici, une autre vidéo sur les différents types d'investisseurs, parce que si vous cherchez une valeur pour votre société, peut-être que vous cherchez des investisseurs, et je vous explique quels sont leurs profils et comment discuter avec eux. Allez, ciao! Startup Sergio, le site internet. Le rond, c'est pour s'abonner. Le carré, c'est pour regarder une nouvelle vidéo.